Merci beaucoup de nous retrouver pour la seconde partie de cette journée consacrée à la cybersécurité dans l'industrie. Mon nom est Nadia Charby, j'ai le plaisir d'animer cette journée et je vous propose de commencer cet après-midi avec notre deuxième table ronde intitulée « Réponse à un incident en milieu industriel ». Retour d'expérience et bonnes pratiques. L'occasion de nous intéresser à la gestion souvent éprouvante d'une crise ou d'un incident cyber majeur, incident qui peut mettre à l'arrêt la production d'une entreprise ou pire, engendrer une catastrophe industrielle, écologique ou humaine. Alors n'hésitez pas à réagir à ce que vous allez entendre et on partagera vos questions et vos interrogations et vos remarques peut-être avec nos différents panélistes à la fin du débat. Et donc, pour nous éclairer sur la meilleure prévention et les réponses à donner à tels incidents, je vais vous présenter nos invités. Donc, Maxime Descombes, qui est DSI, Chief Information Security Officer pour l'entreprise française d'agroalimentaire et plus précisément de produits laitiers et fruitiers Produits Bel. Bonjour Maxime. Bonjour. Nicolas de Peslon est spécialiste de cybersécurité industrielle et désormais RSSI adjoint du groupement des Mousquetaires. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Vincent Dely, qui est directeur technique EMEA chez l'éditeur suisse de la sécurité et de la visibilité OT et IoT, Nozomi Networks. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors peut-être pour commencer, est-ce que chacun peut nous dire ce qu'il entend par cette notion d'incident? Maxime? Oui, je peux, tout à fait. Alors pour moi, un incident cyber-OT, c'est quelque chose qui va impacter donc, les systèmes de prod, nos machines, et qui peut avoir un impact sur la qualité des produits, sur la disponibilité, et forcément avoir un impact au final financier. Voilà. Très bien. Nicolas? J'ajouterais, l'incident, il a une origine malveillante, évidemment. Les gens dans l'OT sont habitués à gérer des incidents de production, des incidents classiques. Là, aujourd'hui, je pense qu'on parle d'incidents avec une volonté malveillante et une origine cyber, bien sûr. Absolument. Et alors nous, pour la partie éditeur, l'incident, ça va être un événement qui va avoir des conséquences qui peuvent être cyber, mais aussi opérationnelles. Et c'est ce qu'on cherche à détecter. Donc il y a l'incident physique, comme on l'évoque là, mais il y a aussi l'incident préalable qui va être le signe qu'il se passe quelque chose d'anormal sur le réseau. Et c'est ça ce que nous cherchons à capturer pour nos clients. Parfait. Alors, dans le cas d'un incident en milieu industriel, face aux autorités, au public, aux médias, se pose rapidement la question de la capacité à anticiper et prévenir la catastrophe en amont. Donc, comment est-ce qu'on met en place une organisation adaptée pour circonscrire le risque ? Bon. Alors moi, mon avis vraiment, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. Il faut surtout anticiper, prévenir l'incident et s'entraîner. Dans le cas d'un incident outil, donc, on maîtrise tous plus ou moins, on va dire, la partie IT, donc on reconstruit un annuaire, on restaure des sauvegardes et autres. L'incident outil se traite un peu différemment. C'est-à-dire qu'on peut avoir des impacts sur des machines. Moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Donc chez Bel, on fait du lait notamment, on fait des produits laitiers. Nous avons des gros tankers de lait avec des touilleurs, des grosses mélangeuses. Si cette mélangeuse s'arrête parce qu'un automate s'est fait attaquer, c'est simple, ça se transforme, la cuve se transforme en beurre. Et nettoyer ça va vous prendre 3 jours d'interruption sur l'usine. C'est assez complexe. Plutôt qu'ouvrir un robinet pour vider du lait liquide, je peux vous dire que c'est un gros travail. Donc en fait, l'incident OT peut avoir vraiment un impact dans le monde réel, dans le monde physique, et il y a vraiment des actions, et on le fait en collaboration avec des équipes de prod qui connaissent bien le métier. Il y a une autre phase aussi, j'ai envie de dire, c'est que sur tout ce qui est gestion de crise, comment on se prépare, il faut une cellule de crise commune. On ne peut pas avoir d'un côté des équipes IT et de l'autre côté des équipes OT. Il faut que ces deux mondes communiquent ensemble, se parlent, se connaissent, et à peu près le même langage, même si c'est difficile, parce que c'est un peu deux mondes qui historiquement étaient un peu séparés. Aujourd'hui, on est amené à se côtoyer. Et il faut qu'on travaille ensemble, et c'est clairement le challenge. Et donc, il faut s'entraîner dans des exercices de gestion de crise pour réagir le mieux possible. Voilà. Et on peut imaginer de sous-traiter peut-être aussi la gestion de la crise ? C'est tout à fait possible, et moi, c'est mon conseil. Pour être très clair, on a des pressions énormes lorsqu'il y a une usine ou plusieurs usines d'arrêter. Donc pression du COMEX, pression de tout un tas d'intervenants. Ce qu'il faut faire, enfin en tout cas mon conseil, ce serait de faire appel à un partenaire extérieur, quelqu'un qui serait là avec nous, qui va gérer la crise avec sang-froid,
avec une certaine expérience, parce qu'en général, c'est des gens qui font ça toutes les semaines. Et leur expérience, c'est un énorme plus, surtout le sang-froid, parce que tout le monde est dans la panique ce jour-là. Enfin, ces semaines-là plutôt, c'est un peu long. Et du coup, c'est vrai que c'est un énorme plus d'avoir quelqu'un qui sait vraiment driver les choses en tant que coordinateur de crise. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Des fois, on veut tout gérer nous-mêmes et c'est pas le mieux parce qu'on a du mal un peu à prioriser. Et moi, mon conseil, c'est vraiment de se faire accompagner par un expert en gestion de crise. Donc là, vous voulez ajouter quelque chose? Non, Vincent? Disons que nous, modestement, dans une démarche comme celle-là, on va aider à accélérer peut-être certains processus d'observation pour pouvoir collecter de l'information et aider à la résolution ou au moins à la compréhension de l'origine du problème pour pouvoir le résoudre. Mais voilà, on fait partie en fait, de l'écosystème qui peut aider à accélérer tout ça. D'accord. Et alors, dans le cas d'une crise plus grave, est-ce qu'on prend suffisamment en compte, donc en amont toujours, la pression qui est induite par l'aspect potentiellement catastrophique d'une cyberattaque OT? C'est un élément critique. C'est peut-être le plus grand différenciant entre une crise IT et une crise OT. Dans la crise IT, grosso modo, on a un ordinateur qui est en panne ou plusieurs ordinateurs en panne. Et l'objectif, c'est de les réparer de façon à rétablir le fonctionnement normal de l'entreprise, que ce soit la comptabilité, la facturation des clients, la fourniture d'un service aux clients. Mais globalement, il s'agit de réparer des ordinateurs. Dans le monde OT, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a toujours la composante ordinateur, puisque, comme vous le savez, les ordinateurs dans les usines sont des ordinateurs, ni plus ni moins. Même un automate reste un ordinateur. Mais il y a un deuxième volet que la cellule de crise aurait à gérer, c'est les conséquences. Parce que dans l'OT, on a un aspect matériel, on a un aspect humain éventuellement. Il est clair que si la cyberattaque a fait exploser quelque chose dans l'usine, on a peut-être des salariés qui sont blessés, voire pire. On a peut-être un nuage de gaz toxique qui s'échappe de l'usine et qui va contaminer le voisinage. On a vu dans l'actualité, il y a quelques mois, une usine qui a largement enfumé tout un département. Ce n'était pas une cyberattaque, mais ça pourrait l'être. Et donc, la vraie différence, c'est que la cellule de crise va devoir gérer ces deux aspects-là. Il ne faut pas sous-estimer l'aspect dommages collatéraux, l'aspect j'ai blessé des gens, j'ai tué des gens, y compris des gens qui sont au-delà de mon périmètre traditionnel, c'est-à-dire que je ne parle pas seulement de mes salariés. Dans certains métiers, un salarié qui décède, ça existe, c'est malheureux, mais ça existe. Mais les entreprises ne sont pas forcément préparées à avoir à expliquer au pouvoir public pourquoi les gens au voisinage ont été blessés à cause d'une cyberattaque. Donc ça, c'est vraiment un aspect un aspect qui va bien au-delà de la cyber. Et je rejoins ce que disait Maxime tout à l'heure. Il faut évidemment une cellule de crise unifiée dans l'entreprise et qui ait cette capacité à gérer à la fois le volet technique de la cyberattaque et de la réponse à la cyberattaque, mais aussi le volet conséquences humaines, techniques, financières liées à la catastrophe industrielle qui peut exister. Heureusement, tous les procédés ne sont pas fondamentalement dangereux. Maxime parlait du lait qui se transforme en beurre. On ne va tuer personne avec ça. Ça ne veut pas dire que, vu de belle, c'est négligeable, mais il y a, si on parle de la chimie par exemple, des sites qui sont beaucoup plus dangereux. Vous connaissez probablement Seveso. Il est clair que quand on a un risque Seveso, la cellule de crise qui fera face à une cyberattaque, elle aura aussi à gérer les conséquences d'un accident Seveso. Entendu. Alors Vincent, est-ce qu'on peut détecter et répondre à une cyberattaque sur un système industriel en calquant les méthodes et les outils développés pour l'IT, ou est-ce qu'il faut penser autrement les processus et les outils? Alors du coup, je vais utiliser ma photo de profil comme anecdote. On aime beaucoup. Voilà, je suis pilote privé à titre personnel, donc les règles de vol, c'est le vol à vue. Et il y a une chose qu'il faut savoir quand on est pilote amateur comme ça en vol à vue, c'est que si on rentre dans un nuage, la durée de vie moyenne, c'est 3 minutes. Parce qu'on perd toutes les références visuelles et en général, on arrive avec des situations assez catastrophiques. Tout ça pour dire que le vol à vue dans le domaine de la cybersécurité, c'est aussi une source de conséquences. On en parlait juste avant de démarrer la conférence, d'allumer la vue sur mon usine pour savoir ce qui s'y passe. C'est cette partie-là qu'on va apporter. Alors, maintenant, d'un point de vue OT, qu'est-ce qui va être différent ? Il y a deux choses importantes. Il y a le domaine physique, le fait qu'on a affaire à un processus qui touche au monde réel et qui peut avoir des conséquences graves en cas de dysfonctionnement. Et la particularité de ces domaines-là, c'est l'hétérogénéité, la complexité des environnements. Si on prend deux usines, si on prend un même automate utilisé dans une usine ou dans un navire, on va être dans des utilisations complètement différentes alors qu'on a affaire au même type de système.
Et la réponse sur incident, au sens où moi je l'entends comme je l'évoquais, c'est-à-dire un incident cyber, la manière de répondre, elle ne va pas être du tout la même, parce que agir sur un automate qui sert à distribuer de l'eau potable et un autre qui sert à faire fonctionner un navire, la gestion de l'incident ne va pas être du tout la même. Donc on peut bien sûr s'inspirer de l'IT, on ne va pas tout réinventer, il y a des procédures qui sont logiques. Il y a aussi beaucoup de compétences dans le domaine de l'IT sur le traitement de l'incident cyber. Mais il y a une nécessité en fait de converger avec les problématiques du monde de l'industrie parce que la priorité c'est de produire, ça ne doit pas s'arrêter et la réponse à l'incident du coup va devoir s'adapter au fait qu'on ne peut pas forcément réagir de la même manière. Et du point de vue des SOC ? Alors du point de vue du SOC, même chose, des SOC OT, je pense que certains qui sont ici dans la salle, qui sont dans l'industrie, aimeraient pouvoir en avoir un, je pense que c'est assez rare. Néanmoins ça existe dans le monde de l'IT et il y a certainement une convergence intéressante à trouver. La capacité à collecter de l'information et à la traiter dans le SOC IT, elle existe déjà. Maintenant, il y a la nécessité de trouver un relais pour pouvoir faire coopérer ces deux mondes. Et la collaboration, on y reviendra peut-être sur la suite, mais j'ai le sentiment que la collaboration à tous les niveaux, c'est une réponse à ce genre de problématiques importantes, quoi. De trouver des synergies pour apprendre entre nous et participer entre nous à une manière de traiter ces incidents. Et on peut automatiser peut-être la réponse ? On peut toujours tenter de le faire, ouais, mais il ne faut pas se tromper. Non, me dit Nicolas. Alors, je ne crois pas du tout. Non, moi non plus. Je vais illustrer juste le cas. En fait, c'est lorsque j'ai rejoint Nozomi Networks, j'ai discuté avec des clients pour comprendre ce qui se passait. Il y a certains, donc celui avec lequel j'avais discuté, qui est dans la chimie, m'avait dit voilà, moi, si j'interromps l'usine, il y a 15 jours de nettoyage. Nous, dans les manières de détecter, on a des systèmes de détection qui ont un risque potentiel de faux positifs. Donc, on essaye de le limiter au maximum, et en supposant que ce soit le cas. Si on considère que l'arrêt d'urgence, c'est une opération qu'on n'a jamais observée et que les outils considèrent l'arrêt d'urgence comme une anomalie et qu'on interrompt l'anomalie, vous imaginez les conséquences, on empêche l'arrêt d'urgence et ça peut avoir des conséquences. Donc, disons qu'on va y aller progressivement, mais je pense que l'automatisation nécessitera une validation humaine intermédiaire pour être sûr que tout se passera comme il faut. Toujours. Toujours. Surtout dans les milieux indus. Hein. Ouais, non, complètement. Ouais. Alors, pour gérer au mieux les conséquences d'une attaque, les entreprises ont besoin de disposer d'un inventaire complet, idéalement, et de schémas d'interconnexion des systèmes qui facilitent le travail des équipes de réponse, ainsi qu'une journalisation efficace de sauvegarde adaptée et protégée. Est-ce que c'est toujours le cas, pour autant ? Nicolas, c'est non, hein, la réponse. J'aurais dit non, à peu près à toutes les questions. Ça doit faire 14 ans que je fais de la cybersécurité industrielle. Si j'avais attendu d'avoir un inventaire à jour, j'aurais rien fait, parce que je connais quasiment aucun site industriel qui ait un vrai inventaire à jour de ses matériels. Je ne parle même pas de ce que Vincent pourrait apporter sur le fait que on sait en plus que la machine a telle ou telle vulnérabilité. Juste un inventaire, pouvoir dire voilà les caractéristiques de mon réseau, voilà les équipements qui sont branchés dessus. Dans la majorité des cas, enfin, je ne sais pas si c'est pareil chez toi, mais dans la majorité des cas, on n'a pas la cartographie. Donc on ne peut pas respecter le vieil adage je ne peux pas protéger quelque chose que je ne connais pas. Si, on est condamné à le faire. Souvent, on a une carto qui date de 15 ans, quand ils ont installé les machines ou la ligne de prod. Et en vrai, c'est assez rarement mis à jour au vu des évolutions qu'il peut y avoir. Et c'est problématique parce que quand vous avez un incident, redérouler la bobine pour savoir qui parle avec qui et qu'est-ce qui se passe exactement dans tout le système de prod, c'est très complexe. Donc nous, on encourage, en tout cas chez Bell, à maintenir les schémas à jour. Dès qu'il y a une modification, il faut une traçabilité de quand datent les modifications du schéma. C'est des choses, c'est du basique en fait, mais qui, au quotidien, lorsque les gens de prod sont à fond, la tête dans le guidon, entre guillemets, ne font pas forcément, ils ne prennent pas le temps de faire. Donc il y a une partie, je pense, sensibilisation, aider les gens, faire prendre conscience qu'il est ultra important d'avoir un schéma, une carto de l'usine. Je pense qu'il y a même un biais intellectuel supplémentaire qui est que les gens peuvent penser avoir la doc à jour parce que quand ils font une extension sur une usine, par exemple, ils vont avoir ce qu'on appelle un dossier d'ouvrage exécuté qui décrit ce que l'intégrateur est venu rajouter, qui va contenir son propre inventaire de ce qui a été livré dans le cadre de ce changement, qui va comprendre une vision extrêmement détaillée du schéma électrique, du réseau informatique, etc., mais seulement de la partie qui a été rajoutée. Et donc, finalement, la documentation d'une usine, c'est une accumulation de dossiers d'ouvrages exécutés successifs sur 10, 15, 20, 30 ans parfois, mais personne ne fait l'effort de compiler tout ça,
pour enlever tout ce qui n'existe plus, représenter sur le même schéma tous les morceaux de réseau qui ont été rajoutés, et donc répondre à un incident dans une usine que finalement personne n'a documenté de A à Z. Ça consiste à faire de l'archéologie dans des dossiers d'ouvrages exécutés. Et quand je parle d'archéologie, ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que les plus vieux dossiers d'ouvrages exécutés, ils n'existent que dans version papier dans un classeur. Certainement pas dans un PDF, même sur un vieux CD-ROM. C'est strictement en version papier. Et puis, il faut comprendre, page 12 de ce document, que le gribouillis, l'annotation manuelle, ça veut dire que ce bout-là a été enlevé. Donc, il y a une espèce de rétroconception de la documentation au moment de l'incident pour faire face. C'est le pire scénario, parce que lors d'un incident grave, la dernière chose, on n'a pas le temps de faire de la rétrodocumentation. C'est une question de temps. Oui. Bien souvent, les gens qui connaissent très très bien leur métier ont tout en tête, mais c'est rarement écrit en Il faut fait. qu'ils soient encore là. Et oui, aussi, s'ils ne sont pas partis en retraite. S'ils ne sont pas dans les dommages Ou collatéraux que ailleurs. j'évoquais tout à l'heure. Aussi, oui. Ils ne sont pas directement touchés. Sur la cartographie, Vincent ? Alors moi j'aime bien ce qu'a dit Nicolas, parce que merci pour l'anecdote sur l'archéologie, mais du coup nous on est la truelle et le pinceau, c'est-à-dire qu'on peut aider à faire de l'archéologie en direct et aider d'avoir une photographie à l'instant T de la réalité de la situation. Pareil, on l'évoquait en venant, mais on a plein de situations où quand on installe la sonde, on se retrouve dans des situations où on découvre des choses qui existent, d'autres qui n'existent plus, d'autres qui ne devraient pas être là, d'autres qu'on n'imagine pas là. Donc, exemple concret, un réseau de distribution d'eau potable, on connecte la sonde, on voit tout le système de supervision, puis une machine à côté qui arrose le réseau à différents endroits. Et il s'avère que c'était une machine de test utilisée 6 mois avant et qui a été oubliée. Et puis l'autre que j'évoquais, c'est dans un réseau de distribution d'électricité, une machine qui est décommissionnée de manière administrative, mais que personne ne va démonter parce qu'elle est en haut dans la montagne, dans un petit local. Du coup, techniquement, tout le monde pense qu'elle n'est plus là, alors qu'en fait, elle existe toujours. Donc, effectivement, on tente modestement, mais pareil, on l'a évoqué, réseau de distribution d'eau potable, c'est deux automates sur des milliers de sites. Pour installer des sondes, c'est très intéressant économiquement pour nous, mais c'est techniquement plus compliqué. Le Shadow IT, un petit souci. Aussi, ouais, exact. Ça, les Raspberry. Ça le Covid, ça a été une belle illustration. On a eu le cas au Canada d'un client qui devait se déplacer pour aller sur l'usine. Et comme il n'avait pas envie de se déplacer parce qu'il y avait 2h30 de route, avait installé un modem 4G pour y accéder à distance. Ce qui a eu, pour le coup, pas de conséquences, mais qui aurait pu avoir les mêmes conséquences que ce qu'il y a eu chez Colonial Pipeline aux États-Unis, où quelqu'un avait laissé un VNC ouvert à l'extérieur. Et sur la journalisation et les sauvegardes ? Non aussi ? C'est pas souvent bien fait en fait. C'est quoi une sauvegarde? En fait, dans l'IT, on sait depuis toujours qu'il faut faire des sauvegardes, qu'il faut les faire régulièrement, qu'il faut les stocker à l'extérieur, hors de portée d'un incendie. On sait plus récemment qu'il faut les stocker déconnectés du réseau pour être hors de portée d'un cryptolocker. Et puis on sait surtout, depuis très longtemps, qu'il faut les tester. Et qu'une sauvegarde qui n'est pas testée, elle est réputée ne pas exister. Et dans l'outil, ils font des sauvegardes. C'est-à-dire qu'ils ont reçu une sauvegarde sur une clé USB en même temps que le dossier d'ouvrage exécuté dont je parlais tout à l'heure. Personne n'a la moindre idée d'où peut être cette clé USB maintenant. Et puis ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de faire de sauvegarde puisqu'ils ne font jamais de changement. Et que la seule chose qui a de la valeur, c'est le paramétrage. Il n'y a pas de données vivantes ou assez peu. Donc ils ne font pas de sauvegarde régulière. Il n'y a pas la logique de dire tous les jours, toutes les semaines, je dois faire une sauvegarde. Et donc, il est assez classique de découvrir, quand on essaye de restaurer un bout d'un système, qu'en fait, on n'a pas de sauvegarde. Et là aussi, on est sur un scénario catastrophe direct, parce que s'il faut repartir de l'expression de besoin fonctionnel en disant « bon, l'automate doit être programmé de telle façon », ça revient à réécrire le programme dans l'automate. C'est juste impossible, surtout si on est en délai contraint. Voilà. Et dans le meilleur des cas, ça coûte une fortune. Sur la journalisation, il y en a, sauf qu'en général, elle est plus utile aux automaticiens, parce qu'ils vont aller consulter les automates et voir qu'est-ce qui s'est passé suite à un petit problème. Mais des journaux utiles pour un SOC Indus, on n'en a pas tant que ça. Et lorsqu'on veut tracer l'origine d'un incident, ça devient complexe en fait. Et du coup, effectivement, on a quelques cartes en main, mais pas toutes, pour rejouer le jeu et voir ce qui s'est passé. Et c'est assez complexe. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément tout, on n'a pas des délais de rétention acceptables. Au niveau des sauvegardes, et il faut faire avec ce qu'on a, et toujours pareil, essayer de s'entraîner à réagir et reconstruire avec les cartes qu'on a en main à ce moment-là. Très bien. En amont de l'attaque, est-ce que les vulnérabilités des équipements OT sont monitorées
Est-ce que les scénarios sont bien mis à jour, généralement? Tu peux répondre à monitorer, je pense. En tout cas, nous, on essaye. Pour ceux qui veulent bien nous faire confiance, de pouvoir essayer d'avoir une première idée en fait, de la situation et des vulnérabilités qu'il peut y avoir, mais c'est un problème extrêmement complexe. Et le problème, au-delà de savoir si les vulnérabilités existent, c'est qu'une fois qu'on sait qu'elles sont là, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Alors, j'ai modestement évoqué 48 heures de maintenance tous les 6 mois, mais ça semble être très optimiste comme fenêtre de tir. Donc, quand on vous Comment ? On a un peu ricané en disant 48 heures tous les 6 mois. C'est vachement riche, moi, je trouve. Ouais, c'est déjà quelqu'un qui a du confort. Quand on a plusieurs milliers de vulnérabilités à résoudre ou à fixer si on veut améliorer sa posture de sécurité, on va rentrer dans une contrainte qui est comment on va pouvoir les traiter, comment on va pouvoir les résoudre, comment on va pouvoir fixer les problèmes. Est-ce que c'est envisageable de le faire ou pas ? Il y a des systèmes qui sont obsolètes qu'on peut plus corriger. Donc, bon, on peut aider à faire l'inventaire des vulnérabilités et à savoir où sont les risques. C'est pas pour autant qu'il y a des solutions immédiates. Oui, connaître la vulnérabilité, c'est pas la patcher. Et évidemment, la difficulté, c'est de patcher. Je dis pas qu'il n'y a pas de difficulté à aller détecter la vulnérabilité, mais ensuite, il faut arriver à la patcher quand c'est un réseau industriel relativement grand, relativement étendu. Tu évoquais le fait que personne ne va aller décommissionner le PC physiquement dans la station qui est là-haut dans la montagne. Quand tu as un réseau industriel très étendu et très géographiquement disséminé, un exemple de château d'eau est un très bon exemple. Il est clair que payer quelqu'un pour aller patcher un automate dans chaque château d'eau, quand on a 15 000 sur le territoire, c'est juste de la mauvaise science-fiction. Donc personne ne le fait. Et c'est une vraie difficulté parce qu'évidemment, je pense avoir besoin de convaincre personne ici qu'il faut patcher, que c'est un des basiques de la cybersécurité. Mais on a face à nous des gens qui, enfin face à nous, moi je me vois plutôt de leur côté, mais l'automaticien, sa culture, c'est moins on fait de changement, mieux on se porte. Et si c'est pas cassé, je vais pas réparer. Donc pourquoi veux-tu qu'il patch ? Parce que certes, toi, tu as levé le doigt en disant ici, il y a un problème, mais pour lui, c'est pas un problème parce que le système fonctionne. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on a toujours cet éternel virage culturel. Alors, c'est pas spécifique à la gestion d'incidents, mais c'est particulièrement vrai quand finalement la cause de l'incident, c'est une machine qui n'était pas patchée. Ce qui peut arriver côté IT comme côté OT, mais côté OT, si c'est arrivé parce que quelqu'un a dit je répare pas un truc qui n'est pas en panne, alors on a un problème. Je veux croire que côté IT, on a maintenant la majorité des informaticiens en charge de l'exploitation qui ont compris qu'il y avait plus de chances de se faire virer parce qu'on n'avait pas patché que parce qu'on avait interrompu la prod pendant 3 heures avec un mauvais patch. J'espère que c'est le cas. Côté IT, c'est encore très très loin d'être le cas côté OT. Donc finalement, il y a un gap considérable entre savoir qu'il y a une vulnérabilité et la corriger. Et vu les fenêtres de maintenance dont on dispose, je pense que ça va encore prendre des siècles. Une culture différente IT-OT. Et aujourd'hui, on essaye, nous, d'insuffler cette idée de il vaut mieux patcher plutôt que risquer une panne majeure pour X jours ou X semaines. Et ça, c'est pas évident à faire passer comme message. C'est pas évident du tout. Il faut... En fait, là, ce que j'ai pour habitude de dire aux automaticiens, c'est que la cyberattaque, c'est une cause de panne comme une autre, qui d'ailleurs se traite de la même façon. Hein. Si j'ai un fusible qui fond, il faut que je comprenne où est le court-circuit avant de changer le fusible. Si je subis une cyberattaque, il faut attendre pour réparer d'avoir trouvé l'origine de la cyberattaque. Mais avant tout, c'est une cause de panne comme une autre, et j'ajoute généralement, c'est probablement la première cause de panne. C'est-à-dire que les systèmes industriels, ils sont plutôt très résilients, très solides, très conçus pour ne pas tomber en panne, et quand on a trouvé un point de fragilité dans un système industriel, on duplique tout, et il y a une théorie mathématique qui dit grosso modo, si un système fait une panne toutes les 1000 heures, et si je mets 2 systèmes équivalents, c'est toutes les 1000 heures au carré. C'est pas tout à fait ça, mais si je simplifie, c'est ça. Donc les systèmes sont conçus pour être extrêmement résilients, et la conséquence de ça, c'est que finalement, la panne la plus probable, l'origine en termes de panne la plus probable, c'est la cyberattaque. Ça devient la cyberattaque. Alors ils n'en sont pas forcément convaincus, mais il y a un travail récurrent, je pense qu'on fait tous quand on a un système industriel dans notre périmètre, pour les convaincre que finalement, c'est là-dessus qu'ils doivent investir, parce que c'est ça qui va provoquer la prochaine panne sérieuse ou la première panne sérieuse de leur système industriel. Même si on ne peut pas régler les problèmes, les exposer, ça permet de faire l'évangélisation. Et un des éléments que j'ai découvert en faisant ça, parce que je viens aussi de la cybersécurité IT, c'est
il y a une vraie passion en plus des automaticiens à leur outil. C'est-à-dire que quand on leur dit on va couper des trucs, on va toucher à quelque chose, c'est un peu comme si on disait à une mère qu'on va couper le bras de son bébé. Ils n'aiment pas trop l'idée. Du coup, ils sont très sensibles à ça et il faut parler leur langage pour leur faire accepter une problématique qui n'est pas directement la leur mais qui les concerne. Et les vulnérabilités, même si on ne peut pas les régler, le fait de leur exposer la quantité des risques qu'il peut y avoir, ça peut amener à une ouverture dans la discussion pour aller un peu plus loin. La pédagogie pour faire passer le message, c'est essentiel en fait. Ouais. Si on dit simplement vous avez une vulnérabilité technique, ça va arrêter la machine, bon, si on dit que en amenant le message, en disant que l'entièreté de la chaîne de production va être arrêtée pendant 15 jours ou altérer la qualité, ils comprennent mieux parce qu'il ne faut pas avoir l'aspect technique tout de suite, il faut parler impact et risque. Voilà. Directement. Est-ce qu'il existe des équipes spécialisées dans ce domaine, des communautés de partage d'informations qui aident dans ce genre de situation ? Il y en a. On peut faire la promo de certaines. Oui, je pourrais vous parler d'un groupe de travail du CESIN, qui est un club de RSSI, comme vous le savez probablement, où on a réuni un certain nombre de bons spécialistes du sujet cybersécurité industrielle, dans lequel on peut échanger des bonnes pratiques, échanger les pièges à éviter. Maintenant, la réalité, c'est que le jour J, quand il y a un incident, ou la semaine, ou les semaines, comme tu disais tout à l'heure, on est très seul. Et je pense que la remarque de Maxime sur la nécessité de se faire accompagner, on est beaucoup moins seul quand on a un professionnel pour nous aider. Dans les faits, on va tous se raconter nos incidents a posteriori en disant je me suis fait trouer, là, j'ai eu tel truc, etc. Le jour J, quand ça arrive, on est tout seul. Dans ce genre de groupe de travail comme au CESIN, effectivement, donc on échange nos bonnes pratiques. En fait, on échange nos chemins de croix chacun. Et puis on essaye collectivement d'apprendre. On montre des photos de nos cicatrices. Voilà, c'est ça. Il y en a qui perdent des cheveux des fois, ou alors qui se font des cheveux blancs. Mais du coup, non, c'est ultra important de partager l'info. Je sais qu'il y a pas mal d'années de ça, c'était plutôt dans le secret, mais aujourd'hui on partage et c'est essentiel en fait. C'est collectivement, il faut qu'on partage et pour qu'on monte en maturité tous, petit à petit. Vincent, sur la coopération ? Je suis complètement d'accord avec ça. Alors, on peut certainement faire beaucoup mieux. Après, il y a différents niveaux de collaboration. Donc là, effectivement, c'est d'échanger entre clients de problématiques mutuelles. Nous, à notre échelle, on a aussi des laboratoires de recherche qui font de la prospective. On est plus dans le partage de la connaissance. Les deux fondateurs de Nozomi sont tous les deux des doctorants et ils ont cette culture universitaire du partage de la connaissance. Donc, on fait ça aussi en parallèle de notre activité commerciale. Et on a récemment participé à la mise en place d'une coalition cyber-OT aux États-Unis qui rassemble là, pour le coup, certains de nos compétiteurs, donc on s'est mis d'accord sur, au-delà de notre compétition commerciale, avec quelle manière on peut partager les connaissances mutuelles qu'on peut avoir pour le bénéfice en fait, de la communauté OT cyber. Mais on peut certainement aller plus loin. Il y a des initiatives comme le campus cyber ici en France, dont on fait aussi partie, qui participent assez largement en fait, à ce besoin de coopérer, parce que de toute façon, personne n'aura une réponse unique à tous les problèmes. Je reviens sur cette question du SOC IT-OT. Est-ce qu'un SOC industriel donne un avantage en matière de réponse à un incident par rapport à un SOC unifié IT-OT ? Sur le papier, oui. Dans les faits, je pense que non. En fait, on sait que les crises cyber, elles sont rarement localisées purement IT ou purement OT. La barrière qui existe entre ces deux univers, elle existe plus dans les organisations que d'un point de vue technique. Et donc, il est complètement illusoire d'avoir un SOC dédié OT qui ne verrait pas la partie IT et priver le SOC IT de la vision OT. On sait qu'un SOC, c'est avant tout une usine à corréler plusieurs sources d'informations pour trouver du signal long de bruit, dire tiens, cet événement-là plus cet événement-là, ensemble, c'est suspect et donc je vais lever une alarme. Et si on ne fait pas cette corrélation, parce qu'on regarde avec l'œil droit la partie OT et avec l'œil gauche la partie IT, mais comme si on avait deux cerveaux, ça ne marchera pas. On en discutait encore avec Vincent. Le maître mot, c'est de détecter en amont, c'est de détecter les signaux faibles. Et les signaux faibles, ça peut être qu'un phénomène pas très bizarre se produit côté IT et côté OT en même temps. Il n'est pas très bizarre, donc il fera sonner l'alarme ni d'un côté ni de l'autre. En revanche, si on savait qu'il se produisait en même temps des deux côtés, ça aurait peut-être fait sonner une cloche quelque part. Et donc, autant on a besoin d'avoir au sein des SOC
des gens qui comprennent l'OT et qui comprennent leur capacité à intervenir dans l'OT et les limites de cette capacité, et qui comprennent qu'ils doivent s'appuyer sur les gens qui sont dans les usines pour intervenir, alors qu'en IT, souvent, ils ont des procédures prédéfinies. Mais autant avoir un SOC complètement dédié OT cloisonné, à part dans les univers très spécifiques des opérateurs d'importance vitale qui peuvent avoir une contrainte réglementaire qui les oblige à avoir un SOC spécifique à leur système d'information d'importance vitale, dans tous les autres cas, pour moi, il faut absolument faire converger les deux. Maxime, vous voulez ajouter quelque chose ? Moi, je dis que ça converger en fait SOC à IT et OT, ça va aider à détecter plus vite peut-être par où ils sont passés. C'est évident qu'il faut corréler les deux. On travaille mieux ensuite pour la partie réaction. Et, voilà, mais aujourd'hui, c'est pas fait partout. On a un peu ça se monte, on voit dans les différents stands, on voit beaucoup de SOC OT, mais pour moi, c'est une seule et même entité. Alors, je pense qu'en plus, il y a une crise de compétences et de personnel. Je pense que c'est un des thèmes récurrents sur le FIC là, en ce moment, même les années précédentes et un peu partout. Du coup, le luxe d'avoir 2 équipes pour faire les choses séparément, c'est aussi une difficulté. Et puis, par rapport à la remarque de dire s'il se passe 2 choses à 2 endroits, ça peut être un signe. Je pense qu'il y a aussi des opérateurs avec lesquels on travaille de plus en plus et qui se développent extrêmement rapidement. C'est les prestataires de services de cybersécurité hébergés, qui, eux, peuvent carrément avoir une vue beaucoup plus étendue sur différents domaines industriels et qui peuvent être une alternative dans une situation où la crise des moyens et des ressources fait qu'il sera peut-être difficile pour certaines entreprises d'avoir leur propre SOC, et ce qui ne change rien à la criticité de leur outil industriel. Pour ces entreprises, ce serait peut-être même pire. Avec peut-être une réserve, c'est que je ne suis pas un grand défenseur du stock internalisé, parce qu'effectivement, on n'a pas les ressources pour, on a rarement suffisamment d'êtres humains pour faire ça. Mais qui dit SOC externalisé dit généralement un assez haut niveau d'industrialisation des procédures au sein de ce SOC. Or, autant sur la partie IT, on peut parier sur une certaine standardisation, sur le fait que la plus grosse partie du système d'information est gérée par une équipe unique, en centrale, que la partie qui est gérée par l'informatique locale de chaque site ou de chaque BU, c'est presque la portion congrue. Et donc, on peut confier à un SOC non seulement une capacité de détection, mais aussi une capacité de réaction en lui disant, bon ben ok, la messagerie elle est unifiée, elle est à tel endroit, et si on détecte tel phénomène sur la messagerie, ben, tu déroules tel mode opératoire pour bloquer l'attaque. Ça a du sens dans l'IT grâce à la centralisation que je viens d'évoquer. En revanche, dans l'OT, je pense que là, il y a un consensus, on en parlait encore avec Maxime très récemment, c'est que chaque usine est différente, elle est technologiquement différente, elle est organisationnellement différente, elle est connectée différemment, elle n'a pas les mêmes besoins en termes d'échange de données avec l'IT, donc elle est plus ou moins bien isolée, c'est-à-dire que le firewall qui sépare les 2 univers est plus ou moins poreux, pour le dire de façon moins politiquement correcte. Donc finalement, on ne peut pas confier à un SOC une procédure universelle de réaction qui serait applicable dans chaque usine. Parce que chaque usine est fondamentalement techniquement différente. Alors on pourrait se dire, ben, c'est pas grave, on va leur donner comme procédure qu'ils doivent passer un coup de fil à Philippe Dupont qui est dans l'usine. Et puis Philippe Dupont, on va juste lui dire, tu as une cyberattaque et lui, il saura comment réagir. Sauf que l'automaticien dans l'usine, bon, d'abord, il n'est pas forcément posté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que c'est ce qu'on attendrait d'un SOC. Et heureusement pour lui, parce qu'il y a généralement un automaticien dans l'usine, et j'espère qu'il prend des vacances et des week-ends. Mais surtout, s'il y a un mec dont il n'a jamais entendu parler, qui l'appelle depuis le SOC, c'est quoi le SOC ? Qui lui dit faudrait que tu déconnectes ton usine et que tu arrêtes tous les PC de l'usine. Dans le meilleur des cas, il va raccrocher. Et dans le pire des cas, il va juste dire mais t'es qui pour me dire de faire ça ? Et moi j'ai une usine à faire tourner, jamais j'arrête mon usine. De toute façon, la plage de maintenance c'est dans 2 ans. Et pendant 2 ans, enfin, d'ici là, ça va tourner en continu. Donc la problématique de la réponse incident, pilotée depuis un SOC, et ce serait vrai depuis une cellule de crise aussi, hein, c'est obtenir d'un mec qui est câblé, disponibilité et ne jamais tolérer un arrêt, que délibérément, il arrête son usine parce qu'on lui aura dit l'usine qui est à 200 km connectée dans le même réseau vient de se faire cyberattaquer, on ne veut pas prendre le risque que ton usine soit détruite, donc il faudrait que tu t'arrêtes.
pour l'empêcher de se détruire. Et le mec, il va te dire, mais tu me laisses le choix entre me tirer dans le pied droit ou me tirer dans le pied gauche. Ça n'a pas de sens. Tu me dis que pour empêcher mon usine de se faire attaquer, il faut que je l'arrête. Mais c'est con. Alors que mes deux pieds fonctionnent pour l'instant. Mais l'usine, elle fonctionne, pourquoi tu veux que je l'arrête? Et il va dire, enfin la discussion pourrait être avec le SOC, bon ben ok, mais alors éteins le firewall, isole-toi de l'IT. Et là le mec il va répondre, bah non, parce que l'IT elle m'envoie les ordres, les batchs que je dois produire chaque jour. Si je dois produire 12 palettes de savon pour les envoyer à tel endroit, bah, c'est bien le SAP de l'entreprise qui me le file. Donc si je reçois plus ça, tu es juste en train de me dire que j'arrête mon usine dans 24 heures. Donc là, on a une vraie difficulté collective et qui est particulièrement criante dans le cas d'un SOC très industrialisé. C'est qu'entre la théorie de la détection et la pratique qui est j'arrête, effectivement, je protège ce qui n'a pas déjà été cyberattaqué, ben en fait, on a face à nous des gens qui vont dire je touche à rien, je ne vais pas casser mon système pour le protéger. Et c'est horrible, c'est super frustrant quand tu vis ça. Ouais, on est d'accord. Je ne sais pas s'il y a des opérateurs de services hébergés dans la salle, mais pour la fin, pour les questions, ce serait pas mal. Et du coup, j'ai un titre pour l'année prochaine, c'est quid du service de sécurité hébergé dans la mutation vers l'outil. Pour l'année prochaine, ça peut faire l'office d'une table ronde intéressante, c'est d'établir des relations plus fortes pour leur permettre de faire ça. Ouais. Alors, tout le monde ne parle plus que de réparer, construire, survivre après une attaque, comme si c'était totalement inévitable. C'est pas est-ce que ça va arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver. Donc, dans ces conditions-là, comment est-ce qu'on peut convaincre les directions générales de continuer à financer la protection, la détection, au lieu de juste investir massivement dans le plan de reprise d'activité? Alors, je vais raisonner par l'absurde. On peut n'investir que dans le plan de reprise d'activité si on est prêt à en dérouler un tous les mois. Bon, comme quand on le met en œuvre, on y est pour 3 semaines. Ça veut dire qu'en gros, on peut travailler 25% du temps et le reste du temps, on répare le système d'information. Donc, c'est imaginable, mais je ne suis pas sûr que ce soit très satisfaisant. Donc, plutôt que d'attendre que ça se produise, ce qui est inéluctable, moi, j'ai pour habitude de dire que je n'ai pas attendu d'avoir mon premier accident de voiture pour mettre la ceinture et que finalement, Vauban a posé il y a un certain temps le principe de la défense en profondeur et que ce n'est pas parce qu'on est capable de réparer quelque chose qu'il faut arrêter de le protéger. On sait très bien qu'il faut une capacité de protection, qu'il faut une capacité de détection, qu'il faut une capacité de réparation, il faut aussi une assurance, et puis finalement, ces couches successives, notamment dans la protection, elles sont très nombreuses. Renoncer à cette capacité de protection, c'est juste augmenter considérablement la vraisemblance de l'attaque, on dirait la fréquence de l'attaque, et donc se préparer à dérouler le PRA tout le temps. Alors, ça va surmobiliser les gens, c'est la recette pour se fâcher avec l'assureur, parce que l'assureur il va payer une fois, en janvier, il va peut-être payer une deuxième fois en février. En mars, il va demander à revoir les primes à la hausse. Et en avril, il va demander à rompre le contrat. Donc, en fait, des arguments pour convaincre une direction générale, il y en a un certain nombre, mais je pense que le plus criant, c'est est-ce que tu es vraiment prêt à ce que ton système soit en panne 75% du temps? Parce qu'un système qui ne serait pas du tout protégé, dans lequel on désinvestirait massivement dans la protection, ce serait nous ramener 25 ans en arrière côté IT, à une époque où on se disait oui, est-ce que je vais vraiment mettre un antivirus parce que voilà, c'est plus possible. Personne n'envisage ça. Messieurs, là-dessus? Moi, je suis complètement d'accord. Parce que je m'en réjouis. Si vous continuez d'investir, nous, on sera encore là l'année prochaine. Ça, c'est plutôt bien. Ouais, mais on nous dit investissez, enfin, faites quelque chose, mais moins cher possible, s'il vous plaît. Non, j'ai le sentiment que rien faire, effectivement, c'est pas la bonne option. Après, essayer de faire le mieux aujourd'hui, c'est pas non plus une bonne idée. Du coup, il est toujours le bon moment de commencer, quoi. Donc, à quel que soit le niveau, même si tout sera pas parfait, c'est ce qu'on évoquait dès le départ, en fait, de s'engager dans la démarche, c'est aussi la stratégie des petits pas. Je suis pas sûr de faire une bonne référence, mais du coup, je pense que c'est le moment où jamais d'y aller. Et ne rien faire, ce serait vraiment la pire des options. Je dirais que s'entraîner à réagir, ça coûte moins cher que reconstruire. Et c'est pas incompatible en plus. Mais je pense que c'est le maître mot. Il faut évidemment continuer à investir dans la protection, mais il faut investir dans l'entraînement des cellules de crise qui sont en capacité de faire du cyber et de l'indus,
ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que quand on a traité en même temps un nuage toxique et la réparation d'un système d'information, ça ne s'improvise pas, il faut des gens qui les font, qui les jouent plusieurs fois, qui soient capables de le jouer de façon détendue le jour où ça se produit vraiment. Il faut, c'est quoi déjà ? Ça s'appelle une sauvegarde, je crois, c'est ça le truc dont tu parlais tout à l'heure ? Sauvegarde, voilà. Faites des sauvegardes, testez les sauvegardes, pardonnez la banalité de ce que je raconte là, mais la sauvegarde, c'est le dernier ressort de la protection. Quand toutes les autres protections ont lâché, la seule chose qui permet de repartir, c'est la sauvegarde. C'est vrai dans l'IT, c'est vrai dans l'OT. Bon, dans l'OT, si en plus la cyberattaque a détruit le procédé industriel, on va avoir d'autres problèmes. Un haut fourneau qui a fondu sur lui-même, a priori, c'est pas juste en restaurant une sauvegarde qu'on va le réparer, mais si on n'a pas la sauvegarde, il faudra des mois de plus pour repartir, parce que non seulement il faudra reconstruire le haut fourneau, mais il faudra reconstruire le programme pour piloter le haut fourneau. À la limite, peut-être que ça prend pas beaucoup de temps par rapport à reconstruire le haut fourneau. Mais en tout cas, oui, il faut s'entraîner, et oui, il faut avoir des sauvegardes, et il faut s'entraîner à les restaurer. Problème, le même automaticien dont on parlait tout à l'heure, il va dire qu'il n'a pas d'environnement pour faire une restauration. Tu as des environnements t'as un bac à sable, toi, dans ton usine ? Je crois pas. Non, je connais la réponse, je sais que tu n'en as pas. Clairement, où tu fais un test de restauration, quand tu n'as pas un automate en plus, tu as 12 automates dans ton procédé, évidemment ils sont de 3 modèles différents, et donc il te faudrait 3 automates pour pouvoir vérifier et tester tes scénarios de restauration. Tu n'en as pas parce que personne n'a voulu investir là-dedans. Comment je fais un test de restauration si je n'ai pas l'endroit où restaurer ? Parce qu'en IT c'est facile, on achète un PC, on fait une machine virtuelle, enfin on arrive toujours à faire un test de restauration. En OT, il faut la quincaillerie. Bon, il y a des gens qui disent qu'on peut virtualiser un automate, j'attends de voir. Mais on n'a pas la quincaillerie pour faire un test de restauration, donc personne ne fait de test de restauration, absolument jamais. En fait, de temps en temps, ils ont un truc qui déconne, ils doivent changer l'automate, et là, ils font un test de restauration parce qu'ils reprogramment le nouvel automate en remettant le programme de l'ancien. Mais c'est le seul cas où ils ont l'occasion de faire un test. Voilà. Il faut que ça change, il faut que dans les usines, on ait un bac à sable, quitte à ce que ce soit chez le constructeur et pas dans l'usine en elle-même, mais qu'on soit capable de faire ces tests de restauration. Jamais on fera de la reprise incident jusqu'au bout si les sauvegardes ne marchent pas. Et je ne connais pas une sauvegarde qui marche si je ne l'ai pas testée. Je n'en ai jamais vu. Entendu. Je vous propose d'ouvrir les questions dans la salle. Est-ce qu'on a des questions pour nos intervenants ? Pas de questions ? Je t'avais dit qu'on avait été super clair. Clairement. Ah si, au fond là-bas, on a une question. Lou, juste au bout là-bas. Ah, c'est toi oui, c'est nous qui avons les micros, c'est moins bien. Le micro arrive, monsieur. Allô ? Oui. Bonjour Thierry Mancio. Déjà, merci pour votre intervention. Je reprends le cas de ton automaticien tout à l'heure, à qui tu demandes de fermer l'usine quelque part, de couper les accès. Je pense qu'il y a un point important, c'est d'impliquer le business. Chez Sanofi, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qu'on déploie de plus en plus et développe de plus en plus. Et dans la gestion de crise, on a des scénarios de crise où on dit comment vous pouvez continuer à produire sans IT pendant 15 jours. Donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper, travailler avec le business pour dire qu'à un moment donné, même si effectivement on n'a pas les ordres SAP qui descendent, on doit quand même continuer à produire parce qu'on doit couper le site pour éviter qu'il soit complètement détruit. Je pense que c'est des travaux à mener en amont, encore une fois avec l'ensemble des acteurs business, pour se parer à ces scénarios-là qui malheureusement, quand on a un ransomware qui est en train de se propager partout, on a besoin de couper l'usine. Donc c'est vraiment important d'impliquer le business et de faire en sorte qu'on ait ce travail qui se fasse en commun avec lui. Alors tu as raison, évidemment, je peux être que d'accord et on peut trouver un sponsoring intéressant au niveau du business. La difficulté, c'est qu'on a face à nous un mouvement inéluctable qui est que plus ça va, plus on automatise. Plus ça va, plus on n'est pas capable de fabriquer un mode dégradé parce que le stade ultime du mode dégradé, ce serait qu'il n'y ait plus un automate. Un automate, c'est un ordinateur, c'est quelque chose de programmable, mais qu'on ait ce qu'on appelle de la logique câblée, c'est-à-dire de l'électronique, quelque chose qui n'est pas programmable et qui donc est a priori résilient à une cyberattaque.
Sauf que les procédés sont de plus en plus compliqués, les normes de qualité sont de plus en plus difficiles à respecter. On a besoin, je sais pas moi, quand on fait du batch manufacturing, quand on remplit des bouteilles de shampoing, je sais pas si vous avez noté sur les bouteilles de shampoing, sur les bouteilles de à peu près tous les contenants qu'on peut trouver dans la grande distribution, il y a un E derrière le volume, il y a marqué 1 L, donc 1 litre, et puis il y a un E derrière. Le E derrière, c'est le E qui indique que le volume qui est indiqué, c'est vrai aussi pour les poids, est une espèce de moyenne. C'est-à-dire que la bouteille, elle peut avoir un peu plus d'1 litre ou un peu moins d'1 litre. Mais il y a une obligation qui est de mesurer la quantité de produit dans chaque bouteille, de façon à pouvoir dire qu'en moyenne, avec des tolérances très précises, le produit a en moyenne 1 litre. Eh bien, si cette partie-là du procédé, ce qui s'appelle le contrôle des poids, puisqu'évidemment, pour mesurer la quantité de produit, on pèse. Cette partie-là n'est pas opérationnelle. Je peux effectivement vendre du produit, mais j'ai une autorité qui va me tomber dessus en disant « tu ne peux pas me prouver que tu as bien vendu à chacun des consommateurs en moyenne exactement 1 litre de produit ». Donc, on a atteint un niveau de sophistication dans nos procédés industriels et par ce biais d'interfaçage entre l'IT et l'OT, qui fait que, je suis d'accord avec toi, dans la théorie, on devrait encore pouvoir fonctionner sans IT, et idéalement même sans la partie informatique classique de l'OT. Dans la vraie vie, c'est de plus en plus rare, et il y a de moins en moins de procédés industriels qui peuvent réellement se passer totalement à la fois de l'IT et de la partie informatique de l'OT. Donc, j'ai pas de solution. Je rêverais d'avoir un mode dégradé complètement non informatisé. Ce serait ça, la reprise idéale. Et d'ailleurs, les systèmes de safety, les systèmes qui empêchent un accident industriel majeur, eux, on essaye de les faire en logique câblée quand c'est encore possible. Mais parfois, c'est trop compliqué. On est obligé d'avoir un système programmable. Donc, en fait, moi, je ne sais pas opérer un système industriel sans informatique. Est-ce qu'on a d'autres remarques ou d'autres questions? Oui, on en a 2 ici. Alors, une là. Il va falloir le faire passer, je pense, le micro. Non, il y en a une là-haut d'abord. Heureusement, on a des gens sur toute la rangée, c'est parfait. Travail de solidarité. Et voilà. Charles-Édouard Ocrate, RSSI adjoint pour Enedis. Vous avez parlé de difficultés en fait, d'échange avec les automaticiens, avec votre scénario qui consiste, effectivement, le SOC appelle l'automaticien et puis il réagit avec des réflexes d'automaticien. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre en termes de campagne de sensibilisation et d'acculturation pour ces populations qui sont effectivement un peu particulières et qu'il faut sensibiliser de façon peut-être avec des programmes que vous avez mis en place? En fait, chez Bell, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment au contact des usines, on se déplace localement et on fait des séances de sensibilisation, soit pour des populations classiques sur l'usine administrative, mais aussi on sensibilise les automaticiens avec une approche par les risques, parce que c'est ça qui marche, et par l'exemple. Les exemples, on en a tous dans la presse, donc des fois on reprend ces choses-là, ou des fois on reprend des choses qui auraient pu se passer en interne. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait pour essayer d'acculturer les personnes. Et c'est vrai, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces deux mondes, il faut qu'on apprenne à se connaître, qu'on ait réussi à avoir le même langage, et c'est en faisant ces séances qu'on avance sur ces sujets. J'ajouterais que ces gens-là, encore une fois, j'essaye de me placer plutôt de leur côté. Ils apprécient de travailler avec nous si on leur apporte de la valeur. J'ai le souvenir d'un endroit où il y avait une accumulation de dossiers d'ouvrages exécutés, comme j'évoquais tout à l'heure. Et je suis intervenu avec mon équipe pour rétro-documenter en avance de phase, pas au moment de l'incident, heureusement, rétro-documenter. Et on leur a fait... je ne sais plus quelle était la taille de la page, mais enfin ça ne s'imprimait pas sur une imprimante classique, un schéma complet de leur réseau. C'était une usine avec des ouvrages satellites, satellites au sens autour, pas satellitaire. Et ils étaient absolument enchantés. C'était de la première fois, et pourtant j'avais face à moi des gens qui connaissaient l'installation depuis très longtemps, c'était la première fois qu'ils avaient une vision détaillée et exhaustive
de leur réseau. Je n'ai pas utilisé mes compétences en cyber pour faire ça. Hein. J'ai plutôt utilisé d'une part des compétences en réseau et d'autre part des compétences en automate parce que j'étais capable de regarder la configuration des automates en question pour trouver une information comme l'adresse IP. Vous savez comme c'est compliqué à trouver. Et donc ce travail, là c'est un exemple, mais en gros, si on arrive en tant que RSSI à apporter de la valeur ajoutée aux automaticiens, on y gagne de la légitimité, on y gagne de l'utilité, et donc tout à coup, quand on veut faire de la pédagogie, comme vient de dire Maxime, ils nous écoutent, parce que c'est des gens qui sont très basés, enfin je généralise peut-être, je caricature peut-être, mais c'est très basé sur le respect lié à ta crédibilité en tant que professionnel. Ce sont souvent des très très grands professionnels qui connaissent extrêmement bien leur périmètre, et quand on leur démontre que de notre côté, dans notre zone de compétence, on est aussi des grands professionnels, tout à coup, il y a un respect qui s'installe, qui fait qu'ensuite, on peut passer les messages et aller anticiper, aller faire de la protection, comme on évoquait tout à l'heure, aller rétro-documenter un truc qui est mal documenté, aller sécuriser le truc critique, on ne peut pas tout patcher, machin, mais vraiment, ce truc-là, il faudrait le faire. On arrive à faire bouger les lignes, on arrive à obtenir une adhésion parce qu'on a, en amont, créé de la valeur vis-à-vis d'eux. On n'arrive pas comme l'auditeur, comme le censeur, comme celui qui vient leur expliquer comment il faut bosser, etc. Là, ça n'a aucune chance. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question à l'avant ici. Merci. Monsieur qui est juste là. Voilà. Bonjour, Thomas Vodine, Société Wavestone. Merci beaucoup pour l'intervention. Vous avez parlé de SOC industriel. Je me demandais, est-ce que vous en voyez beaucoup? Est-ce que c'est une norme? Est-ce que c'est plutôt des SOC essentiellement IT qui maintenant ont quelques use cases industriels? Ou est-ce que c'est des alertes particulières qu'on arrive à collecter? Et la double question, c'est est-ce que s'il y en a donc beaucoup, est-ce que les incidents industriels sont détectés par ces SOC industriels? Ou est-ce qu'ils sont toujours détectés autrement par le métier, par d'autres moyens? Merci. La première réponse à la première partie de la question, c'est non, j'en vois pas beaucoup. Donc, quant à mesurer l'efficacité des SOC, pour l'instant, moi, j'ai pas de retour là-dessus. Des SOC OT, j'entends. Je pense que, il ne vous aura pas échappé qu'il y a marqué OT sur la moitié des stands du FIC cette année. Je pense que tous les acteurs du SOC essayent de faire du SOC OT. C'est normal parce que quand il y a un marché à prendre, tout le monde s'engouffre dans le marché. On ne peut pas leur reprocher de faire ça. Je n'ai pas encore trouvé de SOC OT qui est un vrai différenciant, c'est-à-dire qui est répondu à la problématique que j'évoquais tout à l'heure. Super, j'ai une alerte, je fais quoi avec? Comment je produis un effet pour réagir à cette alerte dans un univers OT? Ça, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé. Et on se heurte à un problème de compétences aujourd'hui. L'OT, c'est difficile entre guillemets, avoir les compétences nécessaires pour être en capacité d'interpréter si c'est une cyberattaque, si c'est un dysfonctionnement d'un automate ou autre. Et aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir de l'outillage, mais derrière, il y a des moyens humains et des compétences à avoir, et c'est beaucoup plus rare. Et voilà, comme dit Nicolas, la thématique du FIC, je pense, c'est beaucoup OT, il y a un besoin, et on verra ce que ça donne dans les années à venir. Et pour répondre à la dernière partie de la question, jusqu'ici, toutes les usines où j'ai vu un incident de cyber, quelle que soit l'ampleur de cet incident de cyber, c'est toujours les opérationnels qui ont détecté, en disant est-ce que c'est vraiment normal que nos bouteilles soient remplies qu'à moitié? Merci beaucoup. Très peu. Et d'ailleurs, ils l'ont traité comme étant un dysfonctionnement, pas une cyberattaque. Ouais. Ils l'ont réparé. 2 heures après, les bouteilles étaient à nouveau remplies qu'à moitié. Et là, ils nous ont appelés. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non, je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que je peux vous demander peut-être un petit mot de conclusion à chacun? Je vais rebondir sur ce que je disais au départ. Et sur la préparation, je pense que c'est un peu la conclusion générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution qui permettra de résoudre le problème. Et si je reviens sur l'analogie, il vaut mieux voler un peu en simulateur plutôt que d'improviser dans les nuages, parce qu'en général, ça finit assez mal. 3 minutes, on a dit, hein, dans les nuages. Ouais, ça, c'est des statistiques de l'aviation. Ouais. Ok. Nicolas? Faites des sauvegardes, testez-les.
Et préparez-vous. Maxime. Ouais, c'est ça, préparons-nous et ayons en tout cas RSSI de la pédagogie envers les personnes qui font un métier un petit peu différent du nôtre, mais pas si éloigné. Donc soyons pédagogues et les messages passent beaucoup mieux. Merci beaucoup à tous les trois, Maxime Descombes, Vincent Delis, Nicolas de Peslan. Merci beaucoup pour Merci. vos éclairages et ce partage d'expérience. Alors, c'est le moment pour nous de faire une petite pause. Je vous propose de prendre un petit café normalement qui vous sera servi à la sortie de l'amphi. On se retrouve ici à 15h10 pour la suite du programme. À tout de suite. Merci, messieurs.